Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Jean-Michel Constantin, j'ai envie de vous poser une question. Vous nous dites pas de révolution dans la réanimation, pas de révolution, mais malgré tout des progrès. Alors les progrès qui sont les progrès de la réanimation, mais cela indépendamment du Covid. Je crois que la pression de la première vague, la pression du risque de contamination, la pression sur la pénurie de médicaments qu'on a failli connaître, qu'on n'a pas complètement connu, mais on a eu ce risque de pénurie, ont fait qu'on a régressé un peu. On a un peu fait de la réanimation comme il y a 15 ans. L'évolution de la pandémie qui a été suffisamment longue sur la première vague, puis le retour là en ce moment de façon très inquiétante d'une seconde vague ou d'une réascension de l'épidémie, font effectivement qu'on est revenu sur nos fondamentaux et sur une réanimation qui est de meilleure qualité. Donc, à mon sens, on peut espérer gagner là-dessus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un standard national, voire un standard européen de réa pour la réa? En clair, pour poser la question d'une manière différente, est-ce que le public est pris en charge de la même manière partout avec la même qualité? On peut probablement l'espérer. Vous savez, le traitement spécifique Covid, il est très limité, très limité. Le reste, c'est du standard de soins. Ce qui va faire la différence, c'est du personnel en nombre suffisant, des infirmiers qui soient compétents en réanimation. C'est plus là-dessus qu'on peut espérer. On a eu un peu des doutes et un peu des craintes quand on a été amené à faire de la réanimation, ce qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire dans des endroits où habituellement on ne faisait pas de réanimation. Je crois que ça ne pose pas de problème à la condition que ces réanimations dites éphémères, hors les murs, ce que vous voulez, soient en relation avec des réanimations pérennes dont c'est le métier et qu'on puisse échanger et sur la prise en charge et sur les patients. Typiquement, pendant toute la première vague, moi, je travaillais avec 4, 5, 6 établissements privés avec qui on était en relation. Et on essayait de pas leur donner les patients les plus graves, les plus instables, ceux qui avaient besoin d'assistance circulatoire temporelle, ou qui étaient très hypoxémiques, qu'on essayait de déchoquer, entre guillemets, pendant 24, 48, 72 heures sur la pitié, puis qu'on transférait après avec des échanges dans les deux sens. Et vraiment, la collaboration privée-publique a été exceptionnelle sur la première phase. Et je crois que ça fait partie des éléments qui ont permis aux patients d'avoir une qualité de prise en charge à peu près uniforme sur tout le territoire. Thierry Laperche, vous êtes dans un centre privé, hein, et en plus, qui plus est, un centre de cardiologie, donc pas de réa. Donc, votre sentiment là-dessus, sur cette collaboration? De qualité. Alors nous, on a de la réanimation, mais on a toujours été en relation avec nos collègues alors privé qui disposait pas de réanimation, et puis au public pour échanger des patients, il n'y a pas de problème. Je reviens sur ce qu'a dit M. Constantin sur le personnel, qui est, je pense, le facteur clé aujourd'hui, la disponibilité et la compétence de ces personnes, parce que vous ne pouvez pas former. Alors, je ne suis pas du tout réanimateur, donc mais ce que je vois, c'est qu'on ne peut pas former du jour au lendemain une personne, un infirmier, un aide-soignant compétent en réanimation. Ce qu'on a fait, nous, dans notre centre, en mars, quand il y a eu cette déferlante, c'est de fermer des services de médecine, de mettre le personnel infirmier, en tout cas paramédical, de ces services de médecine, les positionner dans les services dits de soins de surveillance continue, donc un petit peu plus délicat, et le personnel de ces soins de surveillance continue, de les mettre en réanimation. Il y avait comme ça un temps d'adaptation plus, parce que au niveau de ces services un peu spécifiques, ils ont déjà la compétence de gestes d'urgence, et il n'y avait pas besoin de les former trop longtemps pour qu'ils puissent comprendre ce qu'était le service de réanimation. Et je pense que c'est comme cela qu'on a pu passer le cap, parce qu'il y a quand même, vous avez vu sur les photos que je vous ai montrées, besoin de personnel en quantité importante pour pouvoir subvenir aux besoins de ces patients. Vous l'avez mentionné l'un et l'autre. Professeur Constantin, vous avez dit on est passé pas loin de la rupture, et Thierry Laperche, vous avez donné des chiffres sur la consommation de masques, de blouses, de curares. L'approvisionnement pour la deuxième vague, on est prêt cette fois-ci? Constantin? On est prêt. On a pris
conscience du risque. Tout le monde nous a parlé du risque de manque de ventilateurs. On n'a jamais manqué de ventilateurs en France. On en avait suffisamment et on en a toujours suffisamment. On a manqué d'infirmiers, ça c'est une évidence. Les médicaments de la sédation, en toute honnêteté, je crois qu'on a sous-estimé le risque. Et mon collègue cardiologue Sandy l'a très bien montré. On a une telle explosion des consommations de sédatifs, de morphiniques, de curares, qu'on s'est retrouvé en tension. Et j'avoue qu'un vendredi soir, moi, j'ai un coup de fil du siège de la paix en me disant, est-ce que en 4 heures, tu peux nous sortir des recommandations sur comment faire quand on n'a plus? Parce que le côté dramatique, c'est plus de médicaments de sédation, ça veut dire plus moyen de faire dormir les patients, donc plus moyen de les ventiler, ces patients aigus. Donc, vous voyez un petit peu le spectre de ce qui est en train d'apparaître. On vous dit potentiellement dans les 48 heures, vous n'avez plus de curares, plus de patients, plus de médicaments pour faire dormir les patients. Donc, on a fait des recos, mais avec rien, on ne peut pas faire grand-chose, indépendamment du sketch de Vos. Mais on a eu une collaboration avec nos pharmaciens de partout, je pense, en France, avec les centrales d'achat qui a été exceptionnelle. Indépendamment de ce qu'a fait l'État en reprenant en main la distribution et l'approvisionnement des médicaments spécifiques, je crois que là aussi, ce qui a fait tenir sont les relations incessantes entre les pharmacies cliniques, la dispensation et les cliniciens qui ont permis, et je vous jure qu'on a passé 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, où c'était quotidien comme contact. On réévaluait les stocks, on réévaluait les molécules, on réadaptait nos prises en charge en fonction de ce qu'il y avait de disponible. Mais grâce à cette collaboration, on a pu tenir sans qu'il y ait de rupture de médicaments. Je pense que ce coup-ci, on a un coup d'avance et que ça devrait moins poser de problèmes, à la condition qu'on ne soit pas complètement noyé. Si on passe à 15 000 patients en réanimation en France, on aura des manques de sédatifs, c'est évident. Alors, vous avez dit que la réa, ça concernait 3% des patients Covid. 3%, c'est pas beaucoup. Et on voit qu'avec 3%, le système est submergé, chamboulé, en tout cas, il est chahuté. Alors, quid si un jour on avait une épidémie véritablement beaucoup plus grave? On n'est pas prêt à ça. Alors, c'est 3% des contaminations. C'est toujours le problème. Est-ce qu'on considère que tous les contaminés sont des patients? Vous savez bien qu'il y en a 90% qui sont asymptomatiques. Donc, c'est 3% des contaminations. Donc, quand on voit le chiffre des contaminations quotidiennes depuis 3 semaines, on comprend que ça fasse un vrai flot de patients. Est-ce que si demain on a une épidémie qui est beaucoup plus contagieuse, on va être submergé? Oui et non. Les épidémiologistes et Eric Homme qui étaient là juste avant, on parlerait bien mieux que moi. Mais quand on a des virus qui sont beaucoup plus dangereux que le SARS-CoV-2, si on prend Ebola, en fait, ils meurent tout seuls, entre guillemets, parce qu'ils tuent très rapidement tout ce qu'il y a autour d'eux, donc ils ne peuvent plus disséminer. Ce qui fait le piège de celui-ci, c'est qu'il est quand même pas très grave sur l'ensemble de la population, très grave chez certains, et donc ça lui donne l'opportunité de diffuser très très largement. C'est quasiment la pire des situations, c'est-à-dire qu'il a une vraie pathogénicité chez des patients à risque, mais pas uniquement quand on regarde nos chiffres. Et en même temps, il a une létalité globale qui est très faible, ce qui lui donne toute l'opportunité de diffuser très très largement. Donc, je ne sais pas si on peut avoir un virus qui nous mettrait dans des situations plus inconfortables que celui-ci. J'ai une question qui m'arrive sur Internet pour vous, docteur Thierry Laperche. Quel type de maladies cardiovasculaires sont les plus exposées pour faire des complications de la Covid? J'ai envie de dire toutes les maladies cardiovasculaires. Enfin, le cœur est quand même un organe central dans le bon comportement de l'organisme. Dès qu'il est un petit peu bancal, que ce soit pour des raisons de maladies coronaires, d'hypertension sévère, d'insuffisance cardiaque, cet équilibre précaire peut être rapidement rompu et à ce moment-là, vous mettez dans le rouge. Donc, il n'y a pas de maladie qui prédomine, mais tout peut se voir décompensé, aggravé lorsque le cœur est soumis à une agression générale doit faire face à cette agression générale de l'organisme.
À quel moment on s'est rendu compte en fait que cette maladie, c'était pas simplement une maladie respiratoire, mais c'était une maladie systémique. À quel moment dans la chronologie de l'évolution de la maladie, on s'est rendu compte de ça? Je sais pas, je pense qu'on peut répondre tous les deux. Ça a été très rapide. Ça a été très rapide parce que un tel syndrome inflammatoire avec une hyperfibrinogénémie qui était historique, avec des thromboses très rapides, avec une atteinte rénale assez spécifique. Donc ça, on l'a vu très vite, pardon. En plus, sur les premiers cas, on avait fait un peu des antirétroviraux qui étaient un petit peu néphrotoxiques. Donc les deux associés, ça a explosé. Et donc on a très vite compris qu'on avait une atteinte qui probablement commençait sur le poumon, mais qui devenait une vraie maladie systémique secondairement. Et tant sur le plan inflammatoire que sur le plan de l'atteinte endothéliale de ces patients-là. Et puis ce qu'on a vu un peu plus tard avec l'évolution, ce sont les atteintes neurologiques. Et qui sont donc on a vu apparaître, on s'est rendu compte que l'anosmie était un des signes très très précoces, mais très vite on a vu des formes de ce qu'on appelle de neurocovid, avec des troubles neurologiques simples qui peuvent durer longtemps, mais des troubles beaucoup plus complexes, notamment de troubles des fonctions cognitives à distance, d'infections qui sont pas forcément des infections très graves sur le plan pulmonaire. Et peut-être aussi en regardant, ne serait-ce qu'en regardant respirer ces patients-là. Le fait qu'ils aient ce qu'on appelle cette hypoxémie silencieuse, donc c'est des patients qui arrivent qui avaient 40% de saturation en oxygène, c'est-à-dire des seuils qui sont quasiment à la limite de ce qui est viable en air ambiant, et qui étaient eupnéiques, c'est-à-dire qu'ils discutaient avec vous. Alors ils étaient tout bleus, mais ils discutaient. Donc là, c'est bien la preuve qu'il y a une atteinte de la commande centrale. Donc c'est extrapulmonaire. La commande centrale, c'est la réticule ascendante, qui est sûrement de l'inflammation, mais peut-être du virus aussi directement. Je sais pas si en cardiologie vous avez une autre approche pour voir l'atteinte systémique, mais non. Les choses se sont déroulées au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous avez d'abord, il y avait un tel afflux de patients dans le monde que au début l'atteinte qui sautait aux yeux, c'était l'atteinte respiratoire. Et puis, au fil des jours qui passaient, on voyait se décrire des symptômes qu'on se confiait les uns les autres sur des problèmes dermatologiques, sur des problèmes cardiologiques, sur des problèmes neurologiques. Et c'est comme ça qu'on a cheminé. C'est le principe d'une maladie que vous ne connaissez pas, que vous découvrez, et plus vous avancez, plus vous découvrez de choses. Et bien, je peux rajouter juste quelque chose. Oui, allez-y, je vous en prie. Autant les réseaux sociaux et la surcommunication qu'on connaît de nos jours ont eu quelque chose d'assez négatif, et notamment sur les campagnes de prévention, à force d'écouter les quelques huluberlus qui prônent, qui font des prévisions, vous savez, les oracles du 20h, là. Autant sur le plan de la communauté médicale et scientifique, ça nous a permis de connaître et d'avoir une réactivité sur cette maladie qu'on ne connaissait pas, qui a été tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en temps réel, on avait des discussions avec des Italiens, avec des Australiens, avec des Chinois, et des Chinois, je parle de collègues chinois, médecins, donc avec des communications sans filtre qui étaient peut-être un peu différentes de ce qui a été fait par la presse générale. Je crois que la mondialisation de la communauté scientifique nous a permis de limiter grandement la casse en comprenant et en apprenant très vite ce qu'était cette maladie. Mais vous avez raison de le dire, et en fait, vous venez d'illustrer ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire dans l'instantanéité de la communication. Ça peut être fantastique au niveau de la communauté scientifique pour avancer très très vite dans les recherches, et ça peut être dévastateur au niveau de l'information en continu. On l'a bien vu lors de cette crise. Peut-être une dernière question avant de nous quitter. On me demande quelle est la durée moyenne de convalescence d'un patient sorti d'un service de réanimation par rapport à celle d'un patient qui a subi une atteinte légère.
peux peut-être faire une ébauche de réponse et que vous compléterez. Les séquelles induites par le syndrome de détresse respiratoire aiguë, indépendamment du Covid, sont dramatiques. C'est-à-dire quand on regarde la qualité de vie à 1 an des survivants du SDRA, elle est excessivement mauvaise, avec des troubles cognitifs, avec 30% de syndrome de stress post-traumatique. Chez les survivants du Covid qui ont fait une atteinte grave en réanimation, on va avoir ces séquelles-là, donc qui sont vraiment inquiétantes. On va avoir un peu plus de séquelles pulmonaires, parce qu'il y a quand même plus de fibrose que dans le SDRA standard. Et on sait qu'on a des séquelles neurocognitives qui sont propres au virus, c'est-à-dire indépendantes de celles que nous générons, nous réanimateurs, habituellement. Donc, je pense qu'il faut compter 6 mois, 1 an, 2 ans pour voire peut-être plus, pour récupérer ad integrum d'une atteinte sévère par le Covid, si jamais c'est possible. Et ça doit être quelque chose qu'on intègre quand on prend en charge les patients les plus graves et les plus âgés avec le plus de comorbidité. Il faut qu'il y ait quand même ces réserves physiologiques pour pouvoir passer le cap et espérer revenir à une condition de vie satisfaisante. Je suis surpris par l'extrême hétérogénéité d'ailleurs du devenir, c'est-à-dire qu'on a des patients sortis de réanimation finalement qui évoluent très bien et assez rapidement, puis d'autres qui restent détruits pendant des semaines. Et ça, c'est assez surprenant. Mais une fois encore, on a beaucoup à apprendre sur ce devenir et c'est aussi ce qui permet de faire progresser. Alors, il nous reste 1 minute à chacun pour conclure cette session. Thierry Laperche, un mot de conclusion. Oui, écoutez, si on fait la synthèse avec ce qui a été dit dans les communications précédentes, moi, je parle en tant que cardiologue dans ce cas-là, hein, on est bien d'accord. On peut pas. Il faut il faut continuer à prendre en charge ces patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'il faut les inciter à contacter leur généraliste, leur cardiologue en cas de problème, ne pas rester dans leur coin parce qu'on a vu qu'il y avait quand même des conséquences dramatiques. C'est-à-dire que on va pas attraper le coronavirus, mais on peut décéder d'un infarctus, on peut avoir des problèmes, donc il faut toujours rester en lien. Et il y a eu un mouvement quand même important parmi les praticiens de ville. Hein. On a développé la téléconsultation, on a développé beaucoup de moyens pour rester en contact. Il faut utiliser ces moyens modernes. Ça change un peu des habitudes, mais je pense que c'est essentiel dans notre exercice quotidien parce qu'il y a les victimes de la Covid, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de dégâts collatéraux non plus par ailleurs. Professeur Constantin. Non, je partage entièrement ce point. Le prix à payer sur le plan de la santé publique par ce qu'on appelle les patients Covid-, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le Covid, de ce qui s'est passé en mars-avril est déjà conséquent. Il faut tout faire pour essayer de maintenir une activité de médecine et de chirurgie programmée pendant cette deuxième phase parce que je crois qu'une société comme la nôtre se doit de fournir des soins à tout le monde et qu'on ne peut pas mettre tout entre parenthèses à cause du Covid. Après, ce qui est en train de nous arriver dessus, si vous me permettez la trivialité du propos, est possiblement totalement catastrophique. Et je crois que nous sommes dans l'incapacité de dire dans quel état nous serons dans 15 jours. Les projections sont effroyables. J'espère qu'on va avoir en effet du couvre-feu et puis rapidement du confinement pour ne pas noyer totalement notre système de santé et que les espoirs qu'on fait pour les patients Covid négatifs s'envolent instantanément et qu'on se retrouve plus qu'à essayer de sauver les patients qui ont Covid parce que je suis pas sûr qu'on mesure totalement l'importance de ce qui va arriver dans les 3 semaines si les modèles se confirment. Préciser. C'est-à-dire que les modèles disent que dans 3 semaines, on est à 10 000 patients en réanimation en France. C'est 2500 de plus que ce qu'il y avait à l'acmé de la crise des débuts avril. Et ça se passe sur des réanimations qui ne sont pas vides. Les réanimations en France ont un taux d'occupation des lits à 90% habituellement. Par la traumatologie, par la chirurgie, par les maladies. On est en plein hiver, on va avoir les grippes, on va avoir toutes les pathologies saisonnières. Potentiellement, on peut se retrouver dans une situation beaucoup plus grave que ce qui s'est passé entre mars et avril. En mars, Monsieur Durousseau, en mars, on avait la soupape d'évacuer les patients dans des zones non contaminées. Or, aujourd'hui, l'Hexagone est touché et effectivement, s'il y a
une vague aussi importante qu'en mars, ça va poser problème. Bon, eh bien, écoutez, c'est sur cette note optimiste qu'on va conclure cette session. Je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous. Avant de passer l'intervention du docteur Nicolas Barizien, qui sera suivi de quelques reportages, et ensuite nous on reprendra le direct à 14h. Avant de passer cette intervention, un petit aperçu de l'après-midi. Cet après-midi, on accueillera Martin Blachier qui nous parlera de la surveillance, du dépistage, de l'immunité. On va faire le point là-dessus, du professeur Arnaud Fontanet qui nous parlera de l'immunité croisée, de l'immunité collective, de ce que l'on sait de l'immunité aujourd'hui. Sébastien Wurzer de la détection et de la surveillance des épidémies, et puis d'autres invités qui se succéderont dans la journée, comme Alain Bauer, qui est spécialiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste de la gestion des crises, Frédéric Beau. Voilà, donc un programme encore passionnant pour cet après-midi. Vous pouvez nous joindre et réagir sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la page des entretiens médicaux d'Enghien, sur la page de la ville d'Enghien, sur la page du conseil départemental du Val d'Oise. À 14h, on se retrouve pour le direct. En attendant, des reportages. Les entretiens médicaux d'Enghien avec AG2R La Mondiale.